Salut à tous, on se retrouve pour la watchlist du mois de février 2021. Alors en février j'ai regardé très peu de films d'horreur parce que vous savez que fin janvier j'ai participé au festival de Gérardmer. Donc ce qui fait que j'ai regardé énormément de films d'horreur en très peu de temps. Donc j'ai un petit peu fait une overdose de films d'horreur. J'en ai vu très peu, il y en a très peu qui me tentaient et même plus globalement je pense que c'est dû à la fermeture des cinémas. Mais j'ai de plus en plus de mal à trouver un film qui m'intéresse, à me plonger dedans. Il y a une espèce de sentiment de frustration qui s'est installé. Je ne saurais pas vraiment l'expliquer mais en tout cas je trouve que ça a un impact assez fort sur mes visionnages de films. Vous me direz dans les commentaires si c'est pareil pour vous, si vous avez du mal à vous poser devant un film ou si c'est juste moi. On commence tout de suite avec le film Hérédité d'Ari Aster que j'avais déjà vu à de très nombreuses reprises, mais j'avais envie de le revoir encore une fois et je trouve que c'est un film qui s'enrichit vraiment à chaque fois qu'on le regarde. J'y trouve à chaque fois de plus en plus de petits éléments, de petits détails que je n'avais pas vu la fois précédente, ce qui fait que le film s'étoffe vraiment à chaque nouveau visionnage. Et en plus de ça, une fois n'est pas coutume, j'ai regardé les bonus du Blu-ray et notamment les scènes coupées et je les ai trouvées vraiment hyper intéressantes et vraiment pertinentes. J'ai vraiment du mal à comprendre pourquoi certaines scènes ont été coupées. Pourquoi il n'y a pas eu une sorte de montage final, une sorte de director's cut qui soit proposé pour Hérédité? Parce que vraiment les scènes coupées sont hyper utiles, notamment toute une scène à propos de la mère de famille, Annie, qui est jouée par Toni Collette, dans laquelle on apprend qu'en fait son mari, c'est son ancien psychiatre, qu'elle avait de gros problèmes psy auparavant, que c'était lui qui la suivait et que finalement il s'est attaché à elle, ils se sont liés au fur et à mesure et que c'est comme ça qu'ils se sont mariés. Je trouve ça hyper intéressant de le savoir quand même et je trouve ça vraiment dommage que ce genre de scène soit coupé. Alors peut-être que ça aurait plombé le rythme du film, hein. Je suis pas réalisateur ou monteur donc je saurais pas dire quel est le résultat final. Mais en tout cas, si vous avez le Blu-ray ou le DVD d'Hérédité, je vous conseille fortement de regarder les scènes coupées. Ensuite, j'ai regardé le film Wrong Turn The Foundation dont je vous ai parlé assez récemment sur la chaîne. Je vous mets le lien en haut à droite si vous n'avez pas encore vu la vidéo. C'est donc le reboot de la saga Détour mortel, c'est le 7e film de la saga. Et ici, on met complètement de côté toute l'histoire des cannibales consanguins et on va s'intéresser à une sorte de communauté qui vit dans les bois en totale autarcie et qui cherche de temps en temps à recruter de nouveaux membres. Et on va donc suivre 6 randonneurs qui partent sur le sentier des Appalaches, qui vont se perdre et qui vont donc faire la rencontre des membres de cette fondation. Et on va suivre un petit peu l'enquête aussi du père d'une des jeunes femmes qui fait partie de la randonnée, qui décide de partir à la recherche de sa fille. En soi, le film n'est pas mauvais, j'ai passé un assez bon moment en le regardant, même si le film est très long, il y a énormément de longueur, mais dans l'ensemble c'est quand même assez cool. Le seul problème c'est qu'on se sent un petit peu floué par le fait que le film s'appelle Détour mortel et qu'en fait ça s'éloigne vraiment énormément de la saga originale. Après c'est un parti pris, hein, c'est un choix qui est intéressant et que je peux comprendre, mais j'ai surtout eu l'impression que le film surfait sur le titre Détour mortel plutôt que sur l'esprit de la saga. Ensuite sur Shadows, j'ai regardé le documentaire In the Search of Darkness qui est un documentaire qui me tentait depuis énormément de temps puisque c'est un documentaire qui parle des films d'horreur des années 80. J'en avais beaucoup entendu parler, j'avais vu des reviews sur YouTube et il est enfin dispo sur Shadows. Il est dispo en 4 parties et moi j'en ai regardé qu'une seule et je pense que je ne verrai pas les 3 suivantes parce que je ne trouve pas ça du tout intéressant. En fait on va vraiment nous parler des films d'horreur qui sont sortis en 1981, en 1981, en 1982 et ainsi de suite. Et en fait il y a des intervenants qui sont hyper cool. D'avoir par exemple Joe Dante qui vous donne des anecdotes de films, moi je trouve ça vraiment génial. Mais je trouve qu'il y a quand même pas mal d'anecdotes qu'on connaissait déjà. Pour plus qu'on s'intéresse à ce genre de film et à cette époque là en particulier, il y a quand même beaucoup de choses qu'on savait déjà et je trouve que c'était pas super pertinent. Et puis cette espèce de vibe du c'était mieux avant et compagnie, ça a un petit peu tendance à me gonfler. Voilà, sincèrement, cette espèce de délire fantasmé qu'il y a autour des années 80, même si c'est quelque chose que moi-même j'aime beaucoup parce que je suis un enfant des années 80, ça commence un petit peu à me gonfler. Donc sincèrement, j'ai été assez déçue, je m'attendais vraiment à autre chose, je m'attendais à un vrai documentaire et pas juste à une succession d'anecdotes sur une liste de films toute prête quoi.
Et c'est tout pour les films, on passe tout de suite aux séries que j'ai regardées. Donc sur Netflix, j'ai regardé la série Scène de crime, la disparue du Cecil Hotel, qui est une série documentaire qui va retracer toute l'enquête sur la disparition d'Elisa Lam, qui était une jeune touriste canadienne qui a décidé de venir visiter les États-Unis, qui s'est arrêtée à Los Angeles et plus précisément au Cecil Hotel, qui est un hôtel à la sulfureuse réputation. On dit qu'il s'est passé énormément de choses assez glauques dans cet hôtel. Et vous avez sûrement entendu parler de cette histoire et vous avez sûrement déjà vu la fameuse vidéo d'Elisa Lam qui semble complètement perdue dans l'ascenseur du Cecil Hotel, qui a un comportement vraiment très étrange. Et le corps de cette jeune femme a été retrouvé quelques jours plus tard dans le réservoir d'eau du toit de l'hôtel. Et en fait, cette série documentaire va hyper bien retracer tous les événements qui se sont passés à partir du moment où Elisa est partie du Canada, est arrivée à Los Angeles et jusqu'au moment où on a découvert son corps. C'est une histoire qui a donné lieu à des tas de théories farfelues. Il y a eu énormément de gens qui parlaient de phénomènes paranormaux, qui parlaient d'entités démoniaques, qui ont fait des rapprochements avec le film Darkwater. Les gens sont partis vraiment dans tous les sens. Il y a eu une espèce d'enquête qui s'est menée en parallèle sur internet. Et en fait c'est hyper intéressant parce qu'on va nous montrer à quel point le détail est hyper important dans une enquête et comme la moindre phrase, si elle est mal interprétée, ça peut donner lieu à des fantasmes complètement incroyables. Il y a eu des personnes qui ont été incriminées dans la disparition d'Elisa Lam, qui étaient parfaitement innocentes mais qui ont vu leur vie complètement détruite et en fait qui n'ont pas eu de suite à ça. Et vraiment c'est hyper intéressant, c'est très bien mené. On va avancer au fur et à mesure de l'enquête en passant par les pistes farfelues jusqu'à arriver à la vraie conclusion de l'enquête que moi-même je ne connaissais absolument pas. Voilà, je ne connaissais pas le point final de cette histoire. Si les histoires de faits divers dans ce style-là, ça vous intéresse, je vous conseille vraiment de vous jeter dessus. Toujours sur Netflix et toujours une série documentaire, j'ai regardé Night Stalker, le traqueur de la nuit, qui va donc s'intéresser à l'histoire de Richard Ramirez, un tueur en série qui a sévi à Los Angeles en 1984, qui a été un tueur en série assez difficile à débusquer parce qu'il n'avait pas un mode opératoire classique on va dire. Il avait toutes sortes de victimes, il commettait des meurtres, il commettait des crimes sexuels. C'était quelqu'un qui a été extrêmement dur à retrouver et ici on va vraiment retracer tout le travail d'enquête qui a été fait par les policiers. Donc il y a énormément de témoignages des gens qui ont participé à l'enquête, des policiers, des journalistes. Il y a même certaines victimes qui sont en vie et qui ont témoigné en fait dans cette série documentaire. C'est vraiment hyper bien, c'est très documenté, c'est très complet. Moi qui connaissais cette histoire, j'ai appris certains détails assez sordides dans cette série et franchement j'ai appris des trucs qui m'ont laissé vraiment bouche bée. Vraiment, si les tueurs en série vous intéressent, je vous conseille vraiment de la regarder. Ensuite sur Canal Série, j'ai regardé la série The Stand dont je vous ai également parlé sur la chaîne, je vous mets pareil le lien en haut à droite. C'est l'adaptation du roman Le Fléau de Stephen King. C'est l'histoire d'un virus mortel qui s'échappe d'un laboratoire qui va tuer 99% de la population mondiale, soit environ 7 milliards d'êtres humains. Et on va suivre des personnes qui sont immunisées à ce virus, qui vont recevoir en rêve la visite de Mère Abigail, qui va les mener dans une petite ville du Colorado pour fonder une nouvelle communauté. Et à côté de ça, on va avoir des gens qui vont recevoir la visite d'une sorte d'alter ego maléfique de Mère Abigail, qui est donc Randall Flagg, qui lui veut les mener dans le Nevada pour affronter les forces du bien et du mal. C'est vraiment une bonne série, moi j'ai passé un super bon moment en la regardant, c'est en 9 épisodes donc ça se regarde quand même assez rapidement. Je suis assez mitigée sur le dernier épisode, je vous en ai parlé un petit peu plus longuement dans ma vidéo donc je vous invite à aller la regarder. Mais dans l'ensemble c'est une bonne série. Ensuite j'ai regardé le premier épisode de la série Clarisse qui est donc le spin-off du Silence des Agneaux. Vous savez que c'est un film que j'aime énormément d'ailleurs, voilà. Mais j'étais pas hyper impatiente de voir ce que ça allait donner en format série télé, mais j'ai quand même eu envie de laisser sa chance à la série en regardant au moins le premier épisode. C'est disponible sur la plateforme Salto en US plus 24. On va suivre le personnage de Clarice Starling quelques temps après la fin du Silence des Agneaux, donc après la disparition d'Hannibal, après l'arrestation et le meurtre de Buffalo Bill. Et en fait Clarice va subir énormément de pression de la part de son entourage, de la part de son travail, de la part des journalistes et même des anciennes victimes de Buffalo Bill, parce qu'elle est considérée comme la chasseuse de tueurs en série, donc tout le monde attend énormément d'elle, même si elle en a pas forcément super envie. Et en fait on va la mettre sur une nouvelle enquête qui est potentiellement une histoire de tueur en série, sauf que finalement on se rend compte que ce n'est pas une histoire de tueur en série. Pour moi ça ne me convient pas comme type de programme en fait, parce que je n'aime pas les séries policières type Esprit criminel ou
Cold Case, ce genre de choses là. C'est pas des programmes que j'aime regarder, qui m'intéressent ni quoi que ce soit, et en fait je sens que Clarisse se dirige tout droit vers ce type de programme là, donc je ne suis pas le public visé tout simplement, même si j'aime Le Silence des Agneaux. Je ne me sens pas concernée par ce type de série, donc j'abandonne au premier épisode. Et ensuite sur Disney+, j'ai commencé à regarder la première saison de Scream Queens, qui est donc une création de Ryan Murphy. C'est une série assez ancienne, c'est assez absurde et décalé, c'est un programme que j'ai trouvé plutôt sympa, c'est assez divertissant. C'est une série qui va mêler le slasher et la comédie noire. C'est vraiment drôle, c'est vraiment décalé en fait. Si vous aimez bien les slashers et si vous aimez bien Glee, il y a de grandes chances pour que vous aimiez Scream Queens. En tête d'affiche on retrouve Emma Roberts et notamment Jamie Lee Curtis dans le rôle de la doyenne de l'université, dans un rôle qui la change quand même pas mal de ce qu'on a l'habitude de voir. Je trouve ça plutôt cool de la voir dans cette série. Pour l'histoire, on suit une jeune femme qui décide d'intégrer une sororité dans une université américaine parce que sa mère plus jeune faisait partie de cette même sororité, elle est décédée et en fait cette jeune fille a envie de se rapprocher de ce que sa mère a vécu quand elle était plus jeune. Sauf que le soir de l'intégration des nouvelles candidates, il va y avoir un tueur masqué qui va faire irruption et qui va tuer des candidates, et donc voilà, le slasher commence avec la quête de découvrir qui est le tueur en série, pourquoi il fait ça, quelles sont ses motivations, est-ce qu'il a des complices, etc. C'est blindé de références à tous les films d'horreur qui existent. C'est assez irrévérencieux, franchement moi j'aime beaucoup ce type de programme parce qu'après voilà, l'univers de Ryan Murphy c'est quelque chose qui me parle beaucoup, que j'aime énormément. Si vous êtes un petit peu hermétique à son univers, ça va forcément pas vous plaire, mais si vous aimez American Horror Story, Ratched, Pose par exemple, ça risque de vous plaire. Et pour ce qui est des livres, j'ai lu le roman Possession de Paul Tremblay qui me faisait énormément d'œil parce que sur la couverture il y avait écrit à mi-chemin entre Rosemary Baby et L'Exorciste, donc forcément ça m'a plus que motivée à lire ce bouquin. Je l'ai trouvé vraiment intéressant, vraiment bien mené, et je serais plutôt curieuse de voir ce que ça pourrait donner pour une adaptation cinématographique. Pour l'histoire, on suit une famille américaine assez classique, voilà, de classe moyenne on va dire. Le père est au chômage parce que son entreprise a été rachetée et tous les employés ont été licenciés, donc c'est un petit peu compliqué pour lui. On comprend assez rapidement que la mère a quelques soucis d'addiction à l'alcool. Et en fait ils ont 2 filles et la plus grande de leurs 2 filles, Marjorie qui a 14 ans, commence à avoir un comportement de plus en plus troublant. Et en fait le père, qui a commencé à se rapprocher de la religion, va avoir l'impression que sa fille est possédée par une entité démoniaque et il va donc vouloir faire appel à un exorciste. Sauf que c'est une famille qui n'a pas beaucoup de moyens financiers et ils vont donc accepter l'offre d'une télévision pour tourner une télé-réalité autour de l'exorcisme de leur fille à la maison. Et forcément ça se passe assez mal, les apparences sont souvent très trompeuses dans cette histoire parce que ça met vraiment bien en lumière le fait que certains cas de possession démoniaque n'étaient que des cas en fait de maladies mentales qui ont été maltraitées, et c'est vraiment voilà le point central en fait de ce roman. J'ai également beaucoup aimé la narration parce qu'en fait on va suivre l'instant T de l'action de la jeune fille qui est possédée, de l'exorcisme, de la télé-réalité, etc. On va avoir un arc narratif qui se passe un petit peu plus tard avec la plus jeune des 2 sœurs qui raconte son expérience à une journaliste pour écrire un roman. Et en parallèle à ça encore, on va avoir une blogueuse qui fait des reviews d'épisodes sur cette fameuse télé-réalité pour donner son avis d'experte en tant que fan de films d'horreur. Donc vraiment c'est assez bien mené parce que les 3 axes se mêlent bien les uns aux autres, voilà, chacun apporte le détail qui manquait à l'arc précédent. Donc c'est vraiment bien écrit, c'est vraiment bien mené. Il y a quelques très bonnes scènes d'angoisse, vraiment il y a eu 3 grosses scènes où j'ai vraiment flippé. En plus moi je lis le soir avant de me coucher sur une liseuse, donc moi je lis la lumière éteinte dans le noir complet. Et je peux vous dire que quand j'ai lu certaines scènes, je n'aurais pas osé sortir un orteil de ma couverture. Malheureusement je trouve qu'elles sont assez peu nombreuses par rapport à l'entièreté du roman, mais en tout cas elles sont vraiment super efficaces. Si vous aimez les thrillers horrifiques, je vous conseille vivement de lire Possession. Et c'est tout pour cette watchlist de février. Comme je vous disais, c'était pas énorme niveau film. Mes 2 grosses recommandations du mois, ça sera donc les 2 séries documentaires qui sont disponibles sur Netflix. Dites-moi dans les commentaires si vous les avez déjà vues, ce que vous en avez pensé, si vous les avez regardées. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air pour me le faire savoir et pour m'encourager, ça me fait toujours super plaisir. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, c'est hyper important en ce moment pour le référencement sur YouTube, donc allez-y, commentez la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire et de cliquer sur la cloche pour activer toutes les notifications et être prévenu à chaque nouvelle vidéo. Vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux, je vous mets tous les liens dans la barre de description et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!